Salut! Qui dit fin d'année et début de 2022 dit top 5 des meilleures scènes des animés en 2021. Comme l'année dernière, je vais dresser le top 5 de ce qu'ont été selon moi les 5 meilleures scènes des animés. Et par meilleure, ce n'est pas uniquement la qualité de la scène, mais la popularité de celle-ci, la nostalgie qu'elle a pu faire ressentir et les changements qu'elle a apportés dans son propre univers. Dire que ce sont les 5 meilleures est alors un peu exagéré, disons plutôt que ce sont les 5 scènes qui ont le plus impacté la Japanimation en 2021. Par ailleurs, je rappelle que c'est un classement subjectif, alors c'est normal si vous n'êtes pas à 100% d'accord avec moi. N'hésitez d'ailleurs pas à me partager vos avis en commentaire ainsi que votre top personnel. Avant de commencer, évidemment, il y aura du spoil, alors assurez-vous d'être à jour sur toute cette liste d'animés qui s'affiche sur votre écran et que je cite également en description. Sur ce, salut à tous et à tous, c'est Kamui et aujourd'hui on va parler des 5 meilleures scènes des animés en 2021. Numéro 5, la mort du jeune garçon, To Your Eternity épisode 1. To Your Eternity, ça a été l'anime que personne ne voyait venir. Tout commence lorsqu'un dieu décide de créer une nouvelle entité vivante sous la forme d'une orbe afin que celle-ci découvre le monde et devienne humaine. Cette orbe a le premier pouvoir de se transformer en la première chose qu'elle touche, et ensuite elle changera de forme à volonté en touchant un corps mort. Ainsi, cette orbe ne fut qu'au départ qu'un simple caillou, et qui devient ensuite un chien-loup du nom de Johan et appartenant à un jeune garçon vivant dans un village abandonné, au beau milieu de terres enneigées. Ce garçon dont le nom n'est pas mentionné cherche désespérément à retrouver sa famille, ses amis et ses anciens voisins qui ont tous quitté le village il y a quelque temps. Le jeune garçon, lui, plein de gentillesse, était resté pour soutenir la vieille personne n'ayant pas pu partir, et après leur mort, il fut alors le dernier habitant de ce modeste village de pêcheurs. Ne se doutant jamais que son chien loup était ensuite mort, désormais remplacé par l'orbe, le jeune garçon va se mettre en tête d'également quitter le village à la recherche d'une vie meilleure. Il traversa alors le froid sur des centaines de kilomètres, des jours durant, ne trouvant sur son passage que les ruines d'un autre village habité par ses anciens voisins. Retournant sur ses pas, épuisé et malade, toujours suivi de l'orbe déguisé en Johan, le jeune garçon ne perd pourtant pas espoir. Et pourtant il le sait, il va mourir. Et il sait d'autant plus que son ancienne famille l'est aussi. Atteint d'une forte fièvre, il finira par s'éteindre auprès de son animal, lui souriant une dernière fois en lui demandant de ne jamais l'oublier. Lui qui fut seul durant la majorité de sa vie, demanda à son seul ami de ne pas l'oublier, sinon à quoi bon avoir vécu. Un homme meurt lorsqu'on l'oublie, et cette phrase n'est en réalité pas seulement destinée à l'orbe ou à Johan, mais à nous spectateurs. Nous ne devons pas oublier ce jeune garçon profondément gentil, aimable et travailleur, mais qui n'a jamais eu une belle vie. S'éteignant de la plus triste des façons, sans avoir pu s'épanouir, l'auteur cherche à nous faire comprendre la dure réalité du monde, comme quoi même ceux qui le méritent plus n'ont rien, et il nous faut alors ne pas oublier ce garçon dont même le nom nous est inconnu. Paradoxalement, la première expérience de vie de l'orbe fut celle de la mort, et même si un jour elle ne se souvient pas du jeune garçon, nous en revanche, nous ne l'oublierons jamais. Disparaissant dans le plus triste des premiers épisodes d'animé, l'orbe reprendra son apparence et alors tout au long de l'aventure, comme un tribut pour ce jeune garçon qui voulait découvrir le monde, l'orbe partira en quête de contrées éloignées. Numéro 4, le contrat entre Subaru et Béatrice, Re:Zero saison 2, épisode 24. La saison 2 de Re:Zero a été un animé très attendu pour 2020 et 2021, 4 ans après la saison 1. Subaru est un jeune japonais transporté dans un monde fantasy sans aucune explication, et durant ses premières péripéties, il tombe amoureux de Emilia, l'une des candidates au trône de Lugnica, et décide alors de devenir son majordome. Après la perte de mémoire de Rem, Subaru se rend avec Emilia au sanctuaire pour retrouver Roswell après l'indication du lieu par une nouvelle interne du manoir des Mathers, Frederica Baumann. Là-bas, Emilia devra passer les épreuves du sanctuaire pour libérer les habitants de la barrière les empêchant de sortir du domaine. De son côté, Subaru devra lui faire face aux manigances de Roswell et aux assassins envoyés par l'organisation Elsa et Meili. Le manoir est en effet attaqué par ces deux assassins et Subaru doit alors s'empresser d'aller sauver des résidentes, et l'une d'elles, c'est Béatrice, création de la sorcière de l'avarice et ancienne habitante du sanctuaire. Il y a 400 ans, sa maîtresse lui a ordonné, pour certaines raisons obscures, de rester au manoir de Roswell Mathers en attendant la personne qui saura la délivrer. Esprit artificiel et maîtresse de la magie, Béatrice rendit la bibliothèque du manoir accessible aléatoirement à un point où certains n'ont jamais pu trouver la bonne porte d'entrée. Cependant, Subaru, lui, n'a jamais eu de souci à trouver Béatrice. Refusant de quitter le manoir malgré l'incendie, Subaru devra implorer Béatrice de le suivre, mais celle-ci refuse, prétextant qu'elle a le droit seulement de suivre les ordres de la sorcière et ce qui est dicté dans son livre. Ayant vécu 400 ans à attendre son élu et n'ayant croisé que des personnes en voulant à son savoir et à son pouvoir, elle n'a jamais pensé que Subaru aurait pu être la personne qui saurait la libérer. Voulant sauver Béatrice et voulant sauver Emilia et les habitants du sanctuaire du Grand Lapin, Subaru n'hésitera pas à confronter les flammes pour convaincre la création d'Echidna de le suivre. Comprenant finalement que Subaru est peut-être celui qu'elle a toujours attendu et que celui-ci ne veut que son bien, elle acceptera d'abandonner ses anciens principes qui bridaient sa liberté et de passer un contrat magique avec Subaru dans une scène poignante et magnifique. Elle qui s'était renfermée sur elle-même, fermant son cœur aux autres, fut capable de croire en Subaru et de l'accepter près d'elle. Même si elle doutait de l'existence de son élu et qu'elle semblait avoir abandonné, elle n'a en réalité jamais cessé de se tenir devant la porte, espérant qu'un jour il fasse son apparition.
Numéro 3, Aoi Todo et Yuji Itadori contre Hanami, Jujutsu Kaisen, saison 1, épisode 20. 落下中に攻撃えぐいなだがブラザーあれをかわすか Jujutsu Kaisen, c'est l'anime qui a retourné la communauté Japanimation en 2020 et au début de l'année 2021. D'ailleurs, Jujutsu Kaisen est le manga le plus vendu de 2021, dépassant Kimetsu no Yaiba et One Piece, ce qui démontre et de très loin la montée en puissance de l'œuvre. Lors du tournoi annuel entre les étudiants exorcistes de Tokyo et Kyoto, des chamans noirs et des fléaux recrutés par Suguru Geto se rendent sur place avec pour objectif de récupérer les doigts de Sukuna nécessaires à sa résurrection. Après avoir affronté Inumaki, Horitoshi puis Maki, Hanami va se retrouver face à Todo et Itadori. Grâce à leur puissance et à leur extraordinaire mais insoupçonnée synchronisation, ils vont tenir tête aux puissants fléaux de rang S. Durant ce combat, Todo démontrera sa paradoxale intelligence ainsi que sa technique propre du Boogie Woogie, lui permettant d'interchanger les places de deux personnes entre elles dans l'espace. De son côté, Itadori nous fera le plaisir de partager avec nous une multitude de rayons noirs, une attaque physique à laquelle, durant une très infime durée, on ajoute de l'énergie maudite pour décupler la puissance du coup. Yuji a réussi à en enchaîner plusieurs, dépassant alors le record de Kento d'Hanami. Face à la puissance de ses deux adversaires, Hanami sera obligé d'utiliser son extension du territoire, mais sera finalement bloqué par l'apparition de Satoru Gojo et manquera de se faire tuer par celui-ci avant de prendre la fuite. Le combat entre Todo, Itadori et Hanami est un bijou d'animation et de réalisation, c'est fluide, ça s'enchaîne bien, oh bordel, c'est vraiment plaisant à voir. C'est la première fois que l'on verra réellement les progrès d'Itadori après ses entraînements avec Gojo et Nanami, et également la première fois que l'on verra Aoi Todo réellement à l'œuvre, nous démontrant la puissance qu'il est capable d'utiliser. Nul doute qu'à l'avenir, ces deux-là vont devenir si puissants qu'il pourra accéder au rang S des exorcistes. En attendant, surtout pour les animés only, on ne peut qu'admirer l'incroyable combat qu'ils nous ont offert face à Hanami, où la musique, l'animation et les phrases échangées en font un moment incroyable de la Japanimation, et sans doute l'un des meilleurs combats produits en 2021. On attend évidemment avec impatience la saison 2 qui arrivera en 2022 pour encore plus de masterclass de ce genre. La mort de Kurama, Boruto épisode 218. Je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas Boruto de manière assidue. Je sais globalement ce qui se passe, mais je peux pas non plus tout vous résumer précisément, donc je vais faire dans les grandes lignes. Nos héros de la nouvelle génération post-4ème grande guerre ninja de Naruto Shippuden vont se frotter à l'organisation Kara, fondée par Ishiki Otsutsuki, ancien partenaire de Kaguya, l'antagoniste final de Naruto. Le but de l'organisation était de redonner à Ishiki toute sa puissance et de faire de lui un être parfait et suprême en utilisant des corps génétiquement modifiés pour recevoir la puissance de Ishiki et ainsi cultiver un fruit de chakra nécessaire à l'ascension à la toute-puissance. Voilà, si j'ai bien compris, ça donne à peu près ça. Bref, après de nombreux combats contre Kara, Ishiki interviendra suite à son absorption du chakra du démon à 10 queues, et avec l'objectif de récupérer Kawaki, qui serait alors le réceptacle idéal pour achever son objectif. Téléportant ses ennemis dans une autre dimension, Ishiki va nous faire expression de son formidable pouvoir. Devant la puissance de son adversaire, Naruto n'aura pas d'autre choix que d'utiliser une nouvelle technique avec son démon renard Kurama, le mode Baryon. Ce mode avait la possibilité d'absorber la force vitale de l'adversaire de son utilisateur, et ainsi Ishiki fut rapidement mise hors d'état de nuire, n'ayant juste eu le temps de transférer son esprit dans celui de Code, futur antagoniste principal de Boruto. Leur ennemi vaincu, tout semble aller pour le mieux, mais malheureusement l'activation du mode Baryon est à double tranchant, car utilisant directement le chakra de Kurama et celui de Naruto. Kurama va alors disparaître et finalement mourir, son pouvoir s'épuisant dans une scène poignante où Naruto demande à son précieux ami de ne pas l'abandonner. Durant leurs adieux, on a pu voir comment Kurama voyait Naruto, comment il l'a vu grandir d'enfant harcelé par son village à héros du monde puis Hokage, comment il a grandi devenant le plus grand ninja de tous les temps. Et c'est une fierté pour Kurama d'avoir été le camarade d'une si grande personne, le camarade de celui qui l'a accompagné durant toute la fin de sa vie, le camarade de Naruto Uzumaki, celui qui a su le libérer de son cercle de haine et qui a su lui offrir des jours heureux. Avec la mort de Kurama, c'est une partie de l'enfance de tout le monde qui s'en est allée. Voir le démon renard mourir alors que nous le côtoyons depuis plus de 20 ans, c'est poignant et cela signifie beaucoup pour la génération qui a grandi avec les parutions hebdomadaires des chapitres et des épisodes de Naruto. C'est peut-être plus la nostalgie qui parle plutôt que de l'aspect technique du moment, mais j'ai vraiment apprécié cette scène malgré le fait que je n'aime pas vraiment Boruto. L'ambiance, la musique, la nostalgie avec les flashbacks de toute l'histoire qu'il y a eu entre Kurama et Naruto, et cette phrase finale qui termine la scène, « Porte-toi bien, Naruto ». Les mentions honorables. Je ne vais pas beaucoup m'éterniser, mais avant de vous laisser découvrir le numéro 1 de mon classement personnel, je vais citer plusieurs moments qui auraient pu mériter de figurer dans ce top.
Premièrement, l'épisode 957 de One Piece concernant la dissolution des 7 grands cancers dont je parle dans ma dernière vidéo. Ensuite, l'apparition d'Orsted dans l'épisode 21 de Mushoku Tensei, détruisant bien proprement notre personnage principal. Puis la destruction du Morpho dans la partie 2 de 86-86 avec la mort de Kiriya. Le final du combat entre Kugisaki et Itadori contre Ezo et Kechizu à la fin de la première saison de Jujutsu Kaisen, la mort de Sasha dans la saison 4 de l'Attaque des Titans en début d'année, et enfin, je me devais de mentionner les premiers épisodes de JoJo Stone Ocean. Personnellement, j'ai pas encore regardé, mais c'est l'anime qui a fait le plus de bruit en cette fin d'année, et de ce que j'ai entendu dire, les épisodes dispo sur Netflix actuellement sont géniaux. On va donc désormais passer au numéro 1 du classement. Roger découvre le One Piece épisode 968. Plus que le caractère épique qu'on avait eu avec l'épisode 957 et la dissolution du Shichibukai, j'ai décidé de choisir la poésie pour parler de One Piece en 2021. En animé, cette année a été l'adaptation du flashback d'Oden Kozuki, comment il s'est fait un nom à Wano puis à Kuri, comment il a rencontré Orochi puis plus tard Barbe Blanche, comment il a rencontré Toki avec laquelle il aura 2 enfants, Momonosuke et Iori, comment il a rencontré Goldie Roger et monté sur Hero Jackson, a fait le tour du monde et est allé sur Lodestar puis sur Loftail, et comment il sauva ses 9 fourreaux rouges et indirectement donc Wano. Découvrant durant son voyage les secrets de ce monde sur Joy Boy, les poneglyphes, les armes antiques, la véritable histoire d'il y a 800 ans et surtout le One Piece se trouvant sur la dernière île du Nouveau Monde. Mentionné pour la première fois au chapitre 105 en 1999, cette dernière île nous était teasée depuis si longtemps sans que l'on comprenne finalement le véritable sens de son nom, et le 4 janvier 2020 au chapitre 967, soit 20 ans plus tard, on a enfin compris. Sans que l'on sache pourquoi, sans que l'on sache ce qu'est le One Piece, sans que l'on soit au courant de ce que l'équipage de Roger a découvert ce jour-là, ils étaient là, sur la dernière île du Nouveau Monde, en riant comme jamais ils l'avaient ri. Roger riait. Il riait en découvrant tous les secrets de ce monde, regrettant de ne pas être né en même temps que Joy Boy pour vivre avec lui sa formidable épopée. C'est en riant que Roger devint le roi des pirates et c'est lui en train de rire que nous, spectateurs, avons ce jour-là pu voir. Loftail, voilà comment il décida de nommer cette île que personne avant eux n'a su atteindre. Nous ne savons pas pourquoi il riait, mais sans doute riait-il en découvrant le One Piece, tout comme nous rions en lisant le manga One Piece. Le premier énigme de l'anime cultissime se lance sous les dernières paroles d'Oden, terminant de rédiger son journal de bord, écrivant ses aventures hors de Wano Kuni. Roger riait en découvrant le plus grand secret du monde. Tellement de théories peuvent voir le jour après cette simple scène, mais sûrement que Roger riait en découvrant la bêtise, en découvrant l'humour, les quiproquos et les aventures de Joy Boy. Nous lecteurs, nous spectateurs, quand nous découvrirons ce qu'est le One Piece, peut-être aurons-nous la même réaction que celle de Roger, Oden et ses compagnons. One Piece est mon manga préféré, et même si l'anime possède plusieurs défauts, cette scène n'est pas à exclure de toute mention. C'est cette scène qui, en 2021, m'a donné le plus de frissons, le plus d'émotions, le plus de poésie, et celle dans laquelle j'ai eu le plus d'intérêt. Si vous n'avez pas encore commencé One Piece, faites-le, auquel cas vous raterez la plus folle aventure du 21e siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous a plu et à me donner votre avis en commentaire concernant le top ou concernant votre propre classement personnel. Je lis tout et c'est évidemment toujours un réel plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je n'ai pas pu sortir cette vidéo à temps avant la fin de l'année, mais j'en profite donc pour vous souhaiter une bonne année 2022 en espérant que tous vos projets réussissent. Personnellement, je compte continuer sur ma lancée et peut-être lancer de nouveaux concepts durant les prochains mois. En attendant, moi je vous laisse, passez de bonnes fins de vacances et à bientôt sur Kamui.